grand rendez-vous de l'information sur ESAE TV pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le sommaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé dans la matinée de ce vendredi 21 février 2020 un séminaire ministériel sur le thème « Regard croisé des acteurs sur les réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ». À suivre donc dans un instant Éléonore Ladécan-Yahi à ce sujet. C'est à la faveur d'une conférence de presse donnée dans la matinée de ce vendredi 21 février 2020 que le collectif des syndicats, des conducteurs, transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin, COSI Cotrab, a exposé les difficultés rencontrées par les membres du collectif et de certaines administrations communales face aux réformes gouvernementales pour la régulation des transports. Des réformes qui, le dit collectif, ne rejette cependant pas. Et puis en sport, le 1er mars 2020 est la date retenue par le Comité national olympique et sportif béninois pour rendre compte de sa gestion au titre de l'année 2019 à ses mandants. Au cours de ce journal, il vous sera donné l'occasion de suivre le secrétaire général du CNOS Ben, Fernando Ressou, pour plus de précisions. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu dans la matinée de ce vendredi 21 février 2020 un séminaire ministériel sur le thème « Regard croisé des acteurs sur les réformes dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ». C'était à Cotonou, à l'amphithéâtre Sadler de l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. Je vous invite à suivre à cet effet un extrait des propos tenus à l'occasion par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Après plus de 4 mois, ça fait 5 mois d'observation, il me sont revenus beaucoup de choses. J'ai fait des déplacements, j'ai échangé avec l'ensemble des composantes, ce que je peux appeler les grands agrégats. Et j'ai été au courant de ce qui ne va pas. Après tout ce tour, j'ai reçu également chaque jour que Dieu fait un ensemble de plaintes. Ça vient de partout, de la communauté, la société civile, de la présidence, des députés, des médiateurs de la République. Et ces plaintes-là viennent vraiment comme des voyages de sable. Ça vient vraiment tomber sur mon bureau. Et j'analyse. Et là, je suis arrivée à une conclusion qu'il y a quelque chose que nous devons encore nous mettre ensemble pour préciser. Il y a des informations qui se baladent au niveau central et qui n'arrivent pas au niveau décentralisé. Ou alors qui arrivent au niveau décentralisé sous un autre aspect parce que justement les canaux de communication, eh bien, ont réussi à les déformer au cours du processus. Il y a également un ensemble de situations au niveau décentralisé, au niveau de nos universités, des directions, etc., eh bien, qui se gèrent de façon peut-être un peu occulte, de façon un peu confuse et qui ne remontent pas nécessairement vers le central. Dans ces conditions, tout le sous-secteur que nous constituons, eh bien, devient quelque chose comme un corps, eh bien, dont la tête est quelque part et dont les membres également, eh bien, se baladent et se promènent comme ils peuvent quelque part. Vous convenez avec moi qu'il saurait avoir une bonne circulation de sang dans ces conditions. Le sang qui doit alimenter tout le sous-secteur fera défaut. Ou alors sa circulation va engendrer et colmater un certain nombre d'éléments qui vont le prostituer entre griffes quelque part. Je ne voulais pas prononcer ce mot. C'est-à-dire qu'ils vont l'obliger à ne pas aller dans le bon sens. Et c'est ce que nous sommes venus faire, en fait. Nous ne sommes pas venus parce que nous avons nos cartouches de problèmes, de revendications. Non, pas du tout, c'est pas ça. Nous sommes venus parce qu'il y a un problème et nous serons dans nos différents rôles
faut apprécier le problème et voir à la fin, les problèmes seront logés où chacun aura une bonne compréhension des problèmes tels qu'ils se posent. C'est nécessaire parce que nous avons notre organe qui est le CNE, le Conseil national de l'éducation, qui est un organe supérieur et qui va également jouer son rôle. Est-ce que nous avons bien compris son rôle? Il faut que nous puissions échanger et qu'on voit qu'est-ce qui n'est plus de notre ressort et qui désormais serait conféré au CNE. Nous devons pouvoir comprendre ça. Sinon, nous allons perdre le temps, nous allons mener des actions, nous allons réaliser un certain nombre d'activités qui vont être jugées simplement irrécevables. Et c'est le moment de partager ces informations. Mais pour que cela soit ainsi, est-ce que nous serons comme nous sommes? Nous devons pouvoir nous écouter. Nous devons pouvoir faire en sorte que le corps devienne entier maintenant. La tête à sa place, le corps, les membres à leur place. Et ainsi, lorsqu'un chapeau viendra, on sait où le mettre. On ne risque pas de le mettre sur un genou ou sur un bout de doigt, mais on saura exactement sa place. Je vous invite à suivre à présent Alain Badja, président du syndicat des travailleurs administratifs et techniques du service de l'éducation nationale, section de l'enseignement supérieur, et le professeur Gérard Degan, recteur de l'Université nationale des sciences, technologies et ingénierie d'Abomey, qui se prononcent tous deux sur l'intérêt de ce séminaire ministériel. Ils sont au micro de nos reporters. Ça vient combler nos attentes. Parce que lorsque vous êtes un acteur pour une maison, vous devez aspirer à une amélioration permanente. Et dès que les acteurs principaux d'un système ne se retrouvent pas, ils ne peuvent pas réfléchir profondément sur les problèmes du secteur. Et donc ce séminaire ministériel est venu à point nommé parce que nous, étant acteurs sociaux, nous avons beaucoup d'attentes, nous avons beaucoup de préoccupations. Et donc, à travers la première communication inaugurale que nous venons d'observer, nous croyons que ce séminaire ne sera pas un séminaire de plus. Nous avons vu à travers la thématique et à travers les thèmes qui seront développés dans les communications que plus ou moins ça viendra réduire les dysfonctionnements au développement de notre secteur. C'est-à-dire que notre attente ou nos attentes, les attentes des travailleurs à travers ce séminaire, si nous sommes francs et que nous échangeons franchement, nous pourrons trouver beaucoup de solutions aux problèmes posés par les acteurs. Et ça pourra améliorer qualitativement les services rendus par notre secteur à la communauté nationale et internationale. En réalité, c'est un signe d'espoir pour vous, si on peut le dire. Absolument, absolument, c'est un signe d'espoir. Parce que nous n'avons jamais vu ce séminaire comme ça. C'est un séminaire pour nous historique. Depuis que moi je suis en service dans ce secteur, je n'ai jamais vu un ministre organiser un séminaire comme ça pour retrouver ou rassembler les acteurs autour de la question du développement du secteur. Donc ça pourra forcément, nous allons participer activement pour qu'avec Madame la ministre, elle puisse avoir réussi cet exploit-là. Je vous en prie. Vous savez que c'est tellement nécessaire ce que la ministre de l'Enseignement supérieur a commencé par faire parce qu'il doit d'abord apprécier l'existant à travers les réformes qui ont été entreprises et voir ce qui est nécessaire qu'on puisse faire pour harmoniser surtout les points de vue de tous les acteurs. Le gouvernement avait pris des décisions. On a même commencé par préciser la carte universitaire. Maintenant, les difficultés que nous avons sur le terrain, c'est des solutions que nous allons amener à ce que nous sommes en train de faire maintenant. Si les acteurs conviennent ensemble de ce qui est nécessaire de faire, on va aller dans ce sens, puisque c'est les acteurs de la vie éducative. La collaboration entre certaines mairies et collectifs des syndicats des conducteurs
transporteurs et travailleurs assimilés du Bénin, COSI-COTRAB, est en souffrance depuis quelques semaines. C'est pour cette raison que le bureau du COSI-COTRAB a organisé une conférence de presse ce jour 21 février 2020 à la salle de conférence de la gare routière internationale de Jonquet. Face à la presse, le 4e vice-président du bureau exécutif a reconnu le mérite des réformes gouvernementales pour la régulation des transports avant de soulever quelques difficultés rencontrées par les membres du collectif et certaines administrations communales. Propos recueillis par Karl Kitome. Les barrages de contrôle et de sécurité furent levés. La régulation de la circulation se traduit désormais en réalité et tous les carrefours de nos villes et contrées sont pourvus en hommes en uniforme. La patrouille de sécurité itinérante rassurait de plus en plus les usagers de la route et en particulier les conducteurs professionnels que nous sommes. Les interventions de la police républicaine en vue de protéger les véhicules en panne dans le souci d'éviter les accidents devint une innovation jamais connue dans notre pays et on ne saurait finir la liste. Chers journalistes, le COSI-COTRAB convaincu aujourd'hui du caractère porteur de cette réforme qui fait de notre pays le premier de la sous-région en matière de libre circulation des personnes et des biens, tient à reconnaître sa pertinence qui contribue au relèvement du niveau des recettes du trésor public et le plein épanouissement de nos militants à la base. C'est pourquoi le COSI-COTRAB apporte son soutien indéfectible au programme d'action du gouvernement et précisément ce volet salutaire pour notre corporation. Le COSI-COTRAB saisit la même occasion pour adresser à la haute autorité, chef de l'exécutif, une motion d'encouragement et son soutien dans les combats futurs, libérateurs des couches longtemps opprimées. Il demande très respectueusement au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, de nous accorder une audience d'échange dans le souci de partager avec lui, en sa qualité d'opérateur économique averti, les problèmes liés au transport et du coup à notre économie nationale. Chers journalistes, on ne saurait finir sans aussi partager avec vous quelques difficultés que nous rencontrons aussi sur le terrain. Depuis 2 ans, le COSI-COTRAB est dirigé par une nouvelle équipe dynamique et pragmatique qui fait des pieds et des mains pour respecter les thèses de la République et conduire les conducteurs sur la voie de la réforme et de l'éthique. Malheureusement, tout n'est pas rose dans notre collaboration avec certains maires et leurs collaborateurs qui nous interdisent par des arrêtés la perception de nos cotisations syndicales sur leur territoire de compétence. Nous avons pris notre mal en patience, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous voulons. Nous considérons les exploits du gouvernement central et ne voulons pas en rajouter aux soucis qu'a déjà ce dernier. Nous optons pour les voies de recours les plus indiquées. La conférence nationale souveraine du Bénin est la première conférence nationale en Afrique francophone et a influencé et inspiré toutes les suivantes. En 1989, 29 ans après l'indépendance du Bénin, le pays avait beaucoup de problèmes qui se sont accumulés pour créer la crise béninoise. L'agitation grandissait à cause des retards de paiement des salaires. La répression gouvernementale par le régime du président Mathieu Kérékou a atteint son point culminant. La population luttait contre la violence et l'intimidation continuelle et Kérékou s'est rendu compte qu'il devait y avoir une ouverture pour réformer son gouvernement. Je vous invite à suivre le ministre Amos Elegbert, rapporteur général au moment des dites assises. Il rappelle les circonstances qui ont conduit à la tenue de la conférence nationale des forces vives de la nation. Disons à l'époque, a été convoqué par le président Kérékou. Suite à plusieurs situations qui se sont complexifiées. Par exemple, nous étions arrivés à un moment donné où l'État n'arrivait plus à assumer ses fonctions régaliennes.
plus grave, à payer les salaires de ses propres agents. Nous étions arrivés à un moment où l'école était bloquée. Nous sommes arrivés à un moment où le secteur financier et les banques étaient illiquides. Nous étions arrivés à un moment où le peuple avait perdu espoir en lui-même. Vous comprenez donc qu'il fallait, à un moment donné, s'arrêter. Et s'arrêter veut dire quoi? Puisque c'est Kérékou Mathieu a pris le pouvoir par un coup d'État. Le 26 octobre 1972, nous étions en 91, 19 ans plus tard, il était donc loisible de faire le point. Et ce point a montré de grandes faiblesses qui ont eu pour conséquence la situation que j'ai décrite tout à l'heure. Mais la plus grave erreur, c'était l'encadrement ou l'embrigadement de notre peuple par une idéologie, l'idéologie marxiste-léniniste. Beaucoup ne savaient pas ce que c'est que cette idéologie, qui avait des fondements extra-africains, mais qui véhiculait un certain nombre d'idées qu'ils ont voulu expérimenter à l'époque. Mais ce qui est grave, c'est que le marxisme-léninisme travaille sur la base des classes. Ceux qui possèdent, ceux qui ne possèdent pas. Et les autres. Mais le peuple béninois, ça veut dire que si vous avez des classes, ça veut dire que vous avez les employés, les propriétaires et ceux qui ne possèdent pas. Ça veut dire que vous avez les bourgeois, les capitalistes et vous avez ceux qui ne vendent que leurs propres forces physiques. Ainsi vu rapidement le marxisme-léninisme qui cherchait à réconcilier le peuple avec lui-même en disant nous partagerons ensemble la prospérité que nous avons, donc il faut que l'État soit au centre de tout. Et c'est ce qu'ils ont fait dans notre situation. Je ne vais pas aller loin dans cette analyse-là pour dire que la situation était tellement grave lorsque tout l'État, lorsque tous les domaines de la vie sociale sont bloqués, il fallait retourner en arrière. Et c'est pour ça que la conférence nationale a été convoquée pour le 19 février 1990 et le comité préparatoire avait la charge de le préparer. 3 choses nous ont marqué. 3 choses étaient importantes à régler. Et notre conférence nationale est particulière parce que le 7 décembre 1989, les instances supérieures de la nation, à savoir le président de la République, le conseil exécutif national qu'on appelle maintenant le gouvernement, et dont moi j'étais membre. Le dernier gouvernement qui s'appelle conseil dont j'étais membre et les Robert Doussou, le bureau politique du parti qui dirigeait l'État 15 ans plus tôt, qu'on appelle le Parti de la Révolution populaire du Bénin, et puis l'Assemblée nationale révolutionnaire. Il fallait que ces institutions se mettent ensemble. Et quand ces institutions se sont mises ensemble, on a entériné cette situation et nous avons compris qu'il faut qu'on prenne des décisions idoines pour libérer le peuple béninois. De quoi? Première chose, de libérer de l'idéologie marxiste-léniniste. Premier objectif. Deuxième objectif, de faire participer la nation tout entière à l'animation de la vie politique, à travers des partis politiques. Vous comprenez qu'à partir de ce moment, le PRPB, qui était le parti unique de l'État, qui était le parti unique de notre peuple, ne pouvait plus continuer. Donc nous avons dit, le 7 décembre 1989, que le PRPB devait cesser d'être un parti-État, devait cesser de réguler la vie politique nationale et que le PRPB, on instaurait le multipartisme au Bénin, c'est-à-dire le pluralisme politique. Ce qui veut dire que le PRPB pouvait rester, mais il ne dirige plus l'État. Et enfin, il fallait
aussi que les plaies qui ont été ouvertes soient ces plaies-là, qu'on puisse les souder. Et nous avons décidé, ces instances ont décidé, qu'une amnistie générale sera accordée à tous ceux qui ont été condamnés par ailleurs, ceux qui ont fui la nation parce que l'idéologie marxiste était répugnante pour certains. L'idéologie marxiste était contre les intérêts particuliers, parce que l'idéologie marxiste aussi a fait beaucoup de dégâts en ce qui concerne les libertés publiques. Il fallait donc qu'on mette fin à ça, qu'on libère tous ceux qui étaient en prison, qu'on libère tous ceux qui étaient en exil, qu'on leur accorde l'amnistie. C'est ce qui a été fait le 7 décembre 1989. C'est la grande décision de notre comité préparatoire. Carnet noir à présent dans cette édition. L'artiste du R&B togolais Omar By est décédé hier jeudi 20 février des suites d'une crise cardiaque. Il est l'auteur de plusieurs titres parmi lesquels I Love You avec l'artiste béninoise Fanny Sena, Ayaya Doudou, Crois en toi, Ella Chenao et bien d'autres. Et son dernier album est sorti en décembre 2019. Selon des sources togolaises, Omar By a été enterré ce vendredi 21 février à Adeti Kopé, banlieue nord de Lomé. Toutes nos condoléances à la famille de l'illustre disparu, tout le peuple togolais et à l'Afrique tout entière. Voici la page sport de cette édition. Le Comité national olympique et sportif béninois va rendre compte de sa gestion au titre de l'année 2019 à ses mandants le 1er mars prochain lors de son assemblée générale ordinaire. Ces assises statuaires étaient initialement prévues pour se tenir le 29 février. Le secrétaire général du CNOS Ben, Fernando Ressou, explique les raisons de ce décalage. Pourquoi ce glissement? Ce glissement tout simplement parce que en sa qualité de président de la zone 3, le président du Comité national olympique et sportif béninois, M. Julien Minavoa, a été invité par le Premier ministre du Faso pour participer à l'inauguration et à la mise en service du siège du Comité national olympique et sportif burkinabé. Et ceci le samedi 22 février 2020. Or, le samedi 22 février 2020, le CNOS-BEN avait programmé la tenue de la session de restitution des travaux du jury chargé d'évaluer les fédérations sportives nationales. Étant entendu que le président de la zone 3 ne peut pas ne pas être présent à la cérémonie d'inauguration du siège du CNOS-B, vous comprenez pourquoi le Bénin a quitté le CNOS-B pour devenir CNOS-BEN. Très bien. Donc, parce qu'il ne peut pas ne pas être là, la session qui est prévue pour le 22 a été reportée d'une semaine au 29, et c'est pour cette raison que l'Assemblée générale a quitté le 29 février pour le 1er mars. Et ce 1er mars-là, nous allons faire une piqûre de rappel à nos mandants. De la promotion des valeurs de l'olympisme au suivi des athlètes béninois susceptibles d'obtenir leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, le secrétaire général Fernando Ressou dresse le bilan de l'année 2019. Au cours de l'année 2019, nous avons mené un certain nombre d'activités en ce qui concerne la promotion des valeurs olympiques, où il y a eu l'organisation de la journée olympique au village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. Il y a eu l'organisation du premier festival du sport féminin de plage à Cotonou. Je rappelle qu'à cette occasion, plusieurs disciplines étaient à l'honneur. Nous n'allons pas rester sur ça. On va rappeler qu'il y a eu le mois de la célébration du sport au service du développement et de la paix. À cette occasion, il y avait eu beaucoup d'activités. L'apothéose, c'était le 21 juillet 2019 au stade de l'Amitié de Cotonou, où il y a eu une marche pour dire aussi bravo
aux écureuils pour leur parcours à la CAN Égypte 2019. Non seulement pour leur dire bravo, mais aussi et surtout pour montrer que ce parcours élogieux des écureuils a ramené la paix dans notre pays qui a vécu une situation post-électorale d'une rare violence. C'est vous dire que le sport est véritablement un facteur de paix et de développement. En 2019, nous avons eu à organiser des stages de formation au profit de nos fédérations sportives telles que la gymnastique qui a fait une formation en trampoline et le baseball, softball, qui a reçu ici un expert de la Fédération internationale de baseball softball grâce à l'appui de la solidarité olympique où 28 entraîneurs ont été formés. Sur les 28, 23 ont reçu le niveau 1 en baseball et en softball. C'est extrêmement important. Il y a eu la participation du Bénin aux différentes rencontres au plan international. Nous n'avons jamais raté ces rencontres-là. Le Bénin a participé à la première édition des Jeux de plage. C'était à Salles, au Cap-Vert. Nous avons participé aux Jeux africains à Rabat, au Maroc. Nous avons également organisé au profit de nos jeunes athlètes les différentes activités qui doivent leur permettre de décrocher leur qualification pour les Jeux olympiques. Et à ce jeu, nous avons le bonheur d'annoncer que pour la première fois dans notre histoire, un an avant les Jeux olympiques, 2 athlètes béninois ont obtenu leur qualification. Et je rappelle qu'en ce qui concerne l'athlétisme, pour ceux qui en doutent encore, que les problèmes de minima que les gens soulèvent, le Comité international olympique a déjà évolué sur ce sujet. Si vous prenez le 800 mètres, il suffit d'être parmi les 34 meilleurs du monde à partir du 1er janvier 2019 pour se qualifier. La phase retour du championnat national de football de première division s'est ouverte cet après-midi au stade municipal de Parakou. À l'affiche, Dynamo FC a affronté Dragon FC. Le résultat dans nos prochaines émissions. Demain, 3 chocs sont au programme de cette 16e journée. Buffle Béquet, Asvo Aïma et Aspac AS Tonnerre. En clôture de cette première journée de la phase retour de la Vitalor Ligue 1, ESAE accueille Énergie dimanche à René Pleven. JSP JAC Ruel Sport de Parakou, Panthère et USS Craqué, UPI ONM. En basketball, la Super League, le championnat national de première division senior, aborde sa 3e journée ce samedi. Chez les hommes, Espoir affronte Aspac sur le parquet du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Et Aspal de Parakou reçoit Renaissance au Centre des Arts et Sports. Sur les mêmes installations, Aspal Dame joue Renaissance. Ainsi va l'actualité ce vendredi 21 février 2020. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à chacun et à tous.